Donc j'avais commencé la semaine dernière à examiner les plus anciens textes écrits en copte afin de pouvoir mieux comprendre le profil socioculturel de ces premiers utilisateurs du copte et de mieux saisir ce phénomène de l'émergence de l'écriture copte. Nous avions longuement analysé le premier d'entre eux, le papyrus Chester Beatty 7, avec des gloses en copte à un texte grec. Et je voudrais continuer aujourd'hui avec un autre texte, un glossaire gréco-copte aux prophètes mineurs, Osée et Amos, et peut-être dans son état intégral à l'ensemble des prophètes mineurs, texte qui est conservé à Londres, écrit au verso d'un cadastre grec et daté, ce cadastre paléographiquement, de la fin du IIIe siècle par ses éditeurs. Alors, une étude récente d'Amin Benaïssa, dont vous avez le titre à l'écran, a montré que le cadastre date probablement du troisième quart du IIe siècle et qu'il provient de la ville célèbre pour ses papyrus, ses nombreuses trouvailles de papyrus, Oxyrhynchos, ce qui cadre bien avec le dialecte qui est utilisé pour la partie copte du glossaire, ce qu'on appelle le méso-chémique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, les éditeurs, pour dater le texte du verso, celui qui nous intéresse, suivaient le raisonnement suivant. Alors, je les cite. « Il est très improbable qu'un registre cadastral de cette sorte puisse être conservé plus d'un siècle et même une période plus courte que cela est plus vraisemblable. La datation de ce cadastre fournirait donc le IIIe siècle comme la date la plus basse pour le texte copte qui est écrit sur son verso. » Alors Arthur Hunt, grand papyrologue qui a fouillé justement à Oxyrhynchos, auquel les éditeurs ont fait appel pour une datation paléographique, tant il avait l'expérience des papyrus, et partisan d'une datation plus récente. Je le cite, « Les dates que vous proposez, dit-il, me frappent par leur caractère précoce. Je pense que le recto, donc le cadastre grec, est d'environ 200, et je proposerai pour le verso la fin du IIIe siècle, si ce n'est le IVe siècle. Par endroits, l'écriture de celui-ci me semble avoir une allure parfaitement byzantine. » Donc, en fin de compte, les éditeurs, Harold Bell et Herbert Thompson, concluent à une datation à la fin du IIIe siècle, late 3rd century. Personnellement, je serais enclin à suivre plutôt Arthur Hunt et à ne pas exclure, voire privilégier une datation au début du IVe siècle. Alors, le texte se présente sous la forme d'un glossaire suivi du texte biblique. Les mots jugés difficiles ou considérés, disons, comme méritant une traduction sont extraits au fur et à mesure, sont copiés en colonnes. Donc, vous avez ici un fragment de ce glossaire. Donc, les mots grecs sont mis en colonne et suivent parfaitement, là je vous ai mis le texte de la Septante et la traduction, j'ai souligné les textes qui sont dans le glossaire, et vous voyez qu'ils suivent parfaitement l'ordre du texte. Donc ces mots sont extraits, copiés en colonne et suivis d'une traduction en copte. Alors celui qui a élaboré ce glossaire, probablement la personne qui a écrit notre texte, à moins qu'il ait recopié un texte préexistant, avait sous les yeux un exemplaire de la version grecque de la Septante. Quant aux gloses coptes, elles sont écrites dans une écriture copte bien standardisée, puisqu'elles sont munies des 6 signes additionnels, qui sont le shai, le fai, le hori, l'anja, le kima et le ti. Le ti, cette lettre en forme de croix, qui n'apparaît jamais en vieux copte et qui, là, ici, fait son apparition pour la première fois dans des papyrus. Pour ce qui est de leur contenu, ces glosses sont assez éloignées des versions coptes connues du livre d'Osée, ce qui donne à penser qu'il n'y avait alors aucune version établie ou canonique d'Osée, signe supplémentaire de l'ancienneté de ce papyrus.
On pourrait aussi envisager la possibilité que, malgré l'existence d'une version standardisée, une version canonique de copte de la Septante, le rédacteur de ce glossaire ne s'en soit pas aidé, peut-être ne l'avait-il pas à sa disposition, et qu'il ait opéré lui-même les traductions des mots grecs, des lemmes grecs. Alors, il est difficile, là encore, de déterminer le contexte d'emploi de ce glossaire. Les éditeurs envisagent trois possibilités. Premièrement, c'était le travail d'un savant pour son usage propre. Deuxième hypothèse, celle d'un travail d'un enseignant pour sa classe dans une école catéchétique. Troisièmement, il a peut-être servi, disons, dans le contexte d'une église, pour aider celui qui faisait les lectures à partir d'un original grec traduit pour les fidèles qui ne connaissaient pas le grec. Alors, les éditeurs éliminent la troisième possibilité, puisqu'on a affaire à un glossaire couvrant, semble-t-il, intégralement les livres d'Osée et d'Amos, et même peut-être plus. Donc ça cadre mal avec l'idée de lecture, traduction faite pour des lectures à l'Église. Aussi, ils éliminent aussi la seconde solution, c'est-à-dire l'idée d'un papyrus scolaire dans une école catéchétique, solution qui leur paraît historiquement difficile à la fin du IIIe. Aussi préfèrent-ils conclure que c'était le travail d'un scholar, d'un savant, pour son usage privé. Pour ma part, je n'exclurai pas trop vite la possibilité qu'on ait affaire à un glossaire à finalité scolaire, scolaire au sens large évidemment, il ne s'agit pas forcément des premières années, des années élémentaires de l'école, finalité scolaire destinée à former des Égyptiens au texte de la Septante, et il n'est pas nécessaire pour cela d'imaginer le cadre d'une école catéchétique, ça peut être une école locale, enseignant toutes sortes d'autres choses. Alors, il est important de noter que les lemmes grecs sont souvent abrégés, contrairement aux glosses coptes, et parfois si drastiquement qu'ils en deviennent incompréhensibles. Je vous donne un exemple. On a le lemme grec, donc le texte grec, qui correspond, je vous ai mis la version complète, écrite complètement, domata epipanta lona, dont paiement sur toutes les aires de blé. Vous voyez que c'est extrêmement abrégé. Alors, on pourrait se contenter d'expliquer ce phénomène d'abréviation par le fait que ce glossaire était destiné à être utilisé en même temps qu'une version de la Bible qui, elle, donnait le texte non abrégé. Mais cela n'explique pas que l'on ait aussi deux abréviations dans des mots grecs se trouvant non pas dans la partie grecque, dans les lemmes grecs, mais dans les glosses en copte. Je vous ai mis les deux passages où il est question il y a le mot polis qui est abrégé, polis la cité, et le mot psyché, âme. Le rédacteur de ce glossaire était donc quelqu'un qui avait une excellente maîtrise du grec, habitué aux abréviations, usité dans les documents et aussi aux déclinaisons, puisque quand un mot est abrégé, vous n'avez pas la déclinaison, donc il faut pouvoir la restituer de soi-même. Donc habitué aussi aux déclinaisons grecques et n'ayant pas besoin de copier servilement le texte grec dans son intégralité pour le comprendre, peut-être d'ailleurs parce qu'il le connaissait sur le bout des doigts. Alors on signalera aussi la présence d'emprunts grecs dans les glosses coptes. C'est un critère qui me paraît très important. Vous verrez, je reviendrai sur ce problème des emprunts plus tard, mais là, petit à petit, j'attire votre attention sur la présence de ces mots grecs. Et là, vous voyez qu'il s'agit, là encore, comme on l'avait vu précédemment, de termes, des mêmes termes que ceux qui sont présents dans le texte grec, mêmes termes ou de la même famille, puisque vous avez l'expression irtusia, faire des sacrifices, qui correspond au verbe epituo, sacrifier en grec. Mais c'est exactement, évidemment, la même famille, la même racine. Donc, cela dénote une très forte, là encore, dépendance du copte vis-à-vis du lexique grec, notamment dans le domaine religieux, puisque vous voyez que trois de ces mots, tusia,
sacrifice, thusiaster, autel, là où on sacrifie, et psyché, l'âme, sont des mots qui se rattachent au domaine religieux. Alors, le troisième papyrus, réputé faire partie des plus anciens témoignages du copte, est un ensemble de gloses, là encore, à une édition grecque des prophètes mineurs. On est encore avec les prophètes mineurs. Il y avait aussi un autre texte qui est pour l'instant non identifié, dans un codex de papyrus de la Freer Gallery, c'est le Freer Manuscript 5. La provenance de ce manuscrit, acheté et non découvert en fouille, ce qui est toujours un problème avec les textes littéraires, est incertaine. Il a été acheté via le fameux marchand d'antiquités Maurice Nachmann à un missionnaire nommé Askren, qui l'aurait acquis avec d'autres manuscrits au Fayoum. Outre que l'information est douteuse, le dialecte des gloses, c'est du saïdique, ne confirme en rien, mais n'infirme pas non plus cette provenance. Il semble plus prudent de considérer que ce manuscrit est d'origine inconnue. Quant à sa date, ça nous intéresse, quant à sa date, les éditeurs proposent de la placer entre le milieu et la fin du IIIe siècle, sur la base de comparaisons, ces comparaisons paléographiques dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière, que l'on doit prendre avec beaucoup de précaution. Et les comparaisons, en l'occurrence, qui sont proposées ne me semblent pas au-dessus de tout soupçon. Par exemple, je ne vois rien de commun entre notre texte et le papyrus Amherst 72, un document de 246, parallèle qui est avancé par les éditeurs. Alors, la date proposée par les éditeurs, milieu et fin du IIIe siècle, a été suivie par la plupart des papyrologues ou des historiens du texte biblique, mais elle a été descendue au siècle suivant par le grand papyrologue et grand paléographe Turner. Je partage personnellement son avis, notamment d'après le parallèle que vous avez à l'écran, que je vous propose, un papyrus Bodmer, le papyrus Bodmer 25, qui est maintenant attribué au IVe siècle et qui me semble avoir une écriture assez proche de celle de notre manuscrit. Donc on serait plutôt au début du IVe siècle. Alors les gloses, qui sont d'une autre main que le texte grec, sont de toute façon bien postérieures au texte premier et doivent être sans aucun doute datées du IVe siècle. Alors, elles sont au nombre de 16. Elles sont, comme vous le voyez, presque toutes fragmentaires et malheureusement inexploitables. Pour les éditeurs, elles étaient apparemment des notes et des explications écrites par un copte qui ne connaissait pas bien le grec et dont l'objet était de lui permettre d'interpréter le texte oralement, probablement dans un sermon, après qu'il ait lu, sous-entendu, le texte grec. Alors, il conclut que le manuscrit provient d'un monastère qui a vu sa population passer du grec au copte, désormais dans la nécessité de gloser en copte des textes grecs qui autrefois étaient compris, mais qui ne le sont plus. Alors, ces conclusions sont, me semble-t-il, discutables. Le glossateur comprenait nécessairement le texte grec pour pouvoir la noter, ce qui en fait un parfait bilingue. La finalité de ces gloses est en revanche plus difficile à affirmer. Pour Malcolm Choate, elle se comprendrait dans le cadre d'un travail de traduction personnelle. Il me semble peut-être plus naturel que ce manuscrit ait été annoté pour des coptophones désireux d'apprendre ou d'approfondir le texte grec de la Septante. En tout cas, rien n'indique que ce manuscrit ait été annoté dans un monastère. Je reviendrai plus tard sur cette hypothèse monastique que l'on retrouve chaque fois pour chaque texte que nous allons ou que nous avons déjà examiné. Alors avec le quatrième texte, nous quittons le domaine des gloses sans pour autant en rentrer dans celui d'un texte intégral.
Il s'agit d'un codex de 7 tablettes conservées à la Bodléienne, comprenant une copie du psaume 46 en copte, qui a été édité par Walter Crum en 1934-1937, à côté d'exercices en grec, des exercices grammaticaux, littéraires. Vous avez ici une paraphrase d'Homère, des exercices aussi mathématiques, donc en grec, édité par Peter Parson en 1970. Et là encore, nous retrouvons ce travers de notre discipline qui dissocie les ensembles selon les langues. Et là, vous voyez que une partie de ce codex a été éditée dans les années 30 par un coptisant, et l'autre partie, parce qu'elle est grecque, a été éditée dans les années 70 par un helléniste. Je pense qu'on ne ferait plus ce genre de choses maintenant. Alors, acheté à Luxor, ce codex fait partie d'un lot de tablettes de la collection Seyss. Alors, c'est un collectionneur, voilà sa photo. Donc, collection qui comprenait une série d'ensembles de codex de tablettes, enfin une série de codex de tablettes, dont l'un a été écrit assurément à Ibis. Alors Ibis, c'est une ville qui se trouve dans les oasis, dans l'oasis de Kharga. Alors, faut-il penser que notre codex provient lui aussi des oasis, sous prétexte que dans cet ensemble, il y avait un codex qui, lui, assurément vient d'Ibis, ce qui se trouve que c'est un texte documentaire, et par son contenu, on voit bien qu'il a été écrit là-bas. Faut-il donc penser que notre texte provient des oasis qui ont livré, nous le verrons aussi, parmi les plus anciens documents coptes? Je ne saurais trop répondre à cette question. En tout cas, le dialecte utilisé dans le psaume de notre tablette est un dialecte armimique qui, vous le voyez avec sa lettre typique de l'armimique, une espèce de S à l'envers barré, qui semble confirmer une rédaction dans la région thébaine, ce qui, eu égard au rapport entre cette partie de la vallée du Nil et l'oasis de Kharga, ne dément pas nécessairement une origine oasite. Alors Walter Crum proposait comme date de ce texte la seconde moitié du IIIe siècle, en s'appuyant sur une expertise, là encore, du grand papyrologue Arthur Hunt, ainsi que de cet autre grand papyrologue et spécialiste de textes littéraires qui était Edgar Lobel. Alors Peter Parsons, donc, qui a édité la partie grecque de ce codex de tablettes, lui préfère la fin du IIIe siècle plutôt que la seconde moitié. Il est plus précis. Là encore, je dois dire que je n'exclurais pas personnellement, pour des raisons que j'ai déjà exposées la semaine dernière, la possibilité que ce texte ait été aussi écrit au tout début du IVe siècle. Alors, d'après l'analyse paléographique de Parsons, le codex de tablettes a été écrit par 3 personnes, ce qu'on appelle dans notre jargon les mains, main A, main B, main C. Donc la main A a écrit les tables de fraction, la main B, la conjugaison du verbe poier, c'est un verbe contracte grec qui posait beaucoup de difficultés aux écoliers, et donc on leur faisait apprendre les déclinaisons, les conjugaisons de ce verbe et des autres verbes contractes. Et la main C est probablement responsable de tout le reste, à savoir la déclinaison de pronoms, la paraphrase d'Homère que vous avez à nouveau à l'écran, la déclinaison d'une crie. Alors une crie, c'est une espèce de petite anecdote morale en une phrase, et c'est un type d'exercice qu'on proposait aux écoliers en leur demandant de la décliner selon un certain nombre de règles. Et enfin, encore que ce dernier soit d'une écriture plus bâclée, notre texte copte, notre psaume, et je vous ai mis la comparaison entre l'écriture de la paraphrase d'Ebson et l'écriture des psaumes, et vous voyez que c'est à peu près la même, sauf que celle des psaumes est un petit peu plus cursive, on va dire bâclée, pour reprendre le terme de Crum. Alors pour Raffaella Cribiore, grande spécialiste des textes scolaires, eh bien,
il n'y aurait en fait que deux mains. L'une moins aisée, responsable de la conjugaison verbale, et l'autre, la plus aisée, de tout le reste, dont notre texte copte. Alors, quoi qu'il en soit, l'auteur des lignes en copte eh bien, a aussi écrit une grande partie des tablettes en grec. Donc, on voit qu'on a affaire à quelqu'un de bilingue. Le texte copte donne le psaume 46, qui, curieusement, ne débute pas avec le premier verset, mais brusquement avec le verset 3, car le Seigneur, etc. Je vous ai mis le texte copte de la tablette et une traduction de ce qui s'y trouve. Donc, le texte commence en plein milieu d'une phrase et se termine avec le dernier verset. Alors, aurait-on affaire à un exercice d'écriture d'un élève débutant? Selon Parsons, la main C, celle qui aurait écrit ce texte, manifeste une habitude certaine de l'écriture, et donc il ne s'agirait pas d'un écolier du niveau de ceux qui apprennent à écrire, mais plutôt d'un étudiant avancé, voire d'un maître d'école. Pour ma part, je privilégierais l'hypothèse d'un étudiant avancé. Cela rendrait mieux compte de la présence de deux ou trois mains, deux ou trois étudiants qui auraient partagé le même support. Ce serait plus difficile de considérer qu'on aurait deux ou trois maîtres qui auraient utilisé les mêmes tablettes. De plus, le type d'exercice contenu dans ce codex s'inscrit dans un enseignement qui n'est déjà plus élémentaire, et l'on peut avoir affaire à un jeune qui était alphabétisé de longue date, ce qui expliquerait son aisance d'écriture. Nous avons de nombreux autres textes scolaires de cette nature, faisant montre d'une main que Raffaele Escribiore, dans sa typologie des écritures scolaires, dans son ouvrage de 1996, appelle rapide, et qui, pour elle, est typique des étudiants de niveau intermédiaire et surtout avancé. Mais alors, si le texte copte n'est pas un exercice d'écriture, étant donné le niveau du reste des exercices de ces tablettes, à quelle fin a-t-il été recopié? Dans le cadre d'un apprentissage du texte biblique, mais dans ce cas, on ne comprendrait pas que le texte du psaume ait été tronqué de son début, qui commence en plein milieu d'une phrase. Il nous faut donc replacer cet exercice dans le contexte général du codex. La question se pose de savoir pourquoi ce groupe de tablettes mêle exercice en grec et exercice en copte, ou texte en copte. La réaction la plus naturelle serait de penser que l'on a affaire à un Égyptien tentant de s'initier au grec et à la culture grecque à travers sa langue, et son auteur de référence, Homère. On a vu qu'il y avait une paraphrase d'Homère. C'est ainsi que Crum envisage la situation. Selon lui, le fait que les parties en grec soient d'une écriture plus soignée que celle en copte confirmerait que l'on a affaire à un Égyptien dont le soin se serait relâché dans les exercices écrits dans sa langue maternelle, qui lui demandaient évidemment moins d'attention et de concentration. Mais l'opinion de Crum a été critiquée par Louis Théophile Lefort dans un compte-rendu édité dans le Muséon en 1935. Alors, pour le savant belge, ce codex est celui d'un écolier grec du IIIe siècle faisant l'apprentissage du copte. Alors, je vous cite, vous avez à l'écran le texte de Lefort. L'orthographe du morceau trahit à ne pas s'y méprendre une oreille grecque et permet de suivre les efforts d'un jeune grec débutant le copte. En effet, parmi les fautes d'orthographe, il est curieux de constater un phénomène significatif. Les sons qui sont exprimés en copte par les caractères empruntés au grec sont rendus sans hésitation, sauf une double exception très naturelle. Une fois, la sifflante bilabiale sonore ou est rendue par l'occlusive b, et une fois l'inverse, b en ou. Il en va tout autrement des sons que les coptes ont dû exprimer par des caractères dérivés du démotique. La sifflante bilabiale sourde, le f, faille,
aurait dû figurer 11 fois. Or, elle est rendue une fois par la sonore correspondante OU et 10 fois par l'occlusive B. Alors ensuite, le fort parle d'une autre lettre, le ori, qui correspond à l'aspiration, qui aurait dû être marqué une douzaine de fois, mais qui manque dans ce texte. Et enfin, il en vient à parler de deux autres lettres coptes, le kima et le janja, qui, selon lui, marqueraient dans ce codex la même gaucherie. La première lettre, donc le kima, ne devrait y figurer qu'une fois. Or, elle est rendue par le kappa, ce qui n'étonnera aucun coptisant. La seconde revient fréquemment, mais 3 fois, sous la forme d'un ki simple accident graphique qui nous révèle que, sans doute, le maître partait du grec et enseignait que le janja est un ki porté par une barre horizontale, oubliée 3 fois par son élève. Alors, je dois dire que j'ai un peu de mal à suivre le fort et à voir dans l'auteur de notre codex un hellénophone. Tout d'abord, la confusion entre le ki et le janja, qui ne commet en fait que 4 fois sur 9. Je vous ai donné 2 exemples. Donc là, il a fait l'erreur, il a oublié la barre du dessous, alors qu'ailleurs, ici, il écrit la lettre correctement. Cette confusion ne doit pas, me semble-t-il, être sursollicitée. Dans la mesure où notre scripteur, je l'appelle scripteur parce que je ne sais pas si c'est un élève, si c'est... Bon, je préfère utiliser ce terme un peu neutre, celui qui écrit. Notre scripteur ne soigne pas sa copie, dans la mesure où il ne soigne pas sa copie du psaume, on l'a vu avec son écriture un peu rapide et irrégulière, l'omission du trait horizontal qui distingue les 2 lettres est à mettre sur le compte de sa précipitation, d'autant que sa façon d'écrire le janja, sans ligaturer les 3 éléments, il écrit tac, 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 plutôt que de faire comme ça, ou dans l'autre sens, eh bien, rendait le tracé de ce trait horizontal plus laborieux et freinait, on va dire, la course du calame. Aussi l'a-t-il omis à plusieurs reprises sans s'être corrigé. Cette erreur ne manifeste en rien une ignorance chez notre scripteur ou ne manifeste en rien l'enseignement d'un maître grec, mais tout simplement un manque d'application de la part du premier. Par ailleurs, un certain nombre d'erreurs qu'a relevé le fort peuvent être aussi mises sur le compte de particularismes dialectaux, par exemple le manque d'aspiration, qui est un phénomène que l'on retrouve dans les textes écrits dans le même dialecte en art mimique, ou bien peut être mis aussi sur le compte d'un système orthographique différent de celui qui est plus commun, comme l'alternance entre le OU et le B. Même si l'on considère que ces erreurs, avant tout graphiques, manifestent chez notre scripteur un manque de familiarité avec les lettres égyptiennes, cela n'en fait pas nécessairement un grec. Et je voudrais insister là-dessus. Il me semble plus vraisemblable qu'il s'agisse d'un Égyptien qui n'est pas encore habitué à ces dernières, ces lettres égyptiennes, qui ne maîtrise pas encore l'élément non grec de l'écriture copte. Cela peut s'expliquer diversement. Soit notre Égyptien a commencé par recevoir une formation grecque et sa formation à l'écriture copte serait secondaire. Autrement dit, quoique sa langue maternelle soit le copte, il aurait d'abord été alphabétisé en grec et serait donc plus à l'aise avec l'écriture grecque, ce qui n'aurait rien d'étonnant à la fin de cette période d'agraphie collective, comme je l'ai dit précédemment, dont j'ai parlé précédemment. Soit, c'est peut-être un peu moins vraisemblable, me semble-t-il, notre Égyptien fait partie de ces premiers coptographes, ces premières personnes à avoir écrit en copte, qui n'utilisaient pas naturellement les lettres supplémentaires, comme, vous vous souvenez peut-être, l'auteur de la formule d'exorcisme du Grand Papyrus magique de Paris, ou
ou le glossateur du papyrus Chester Beatty 7. Alors si j'ai raison, ce codex de tablettes émanerait d'un milieu égyptien profondément hellénisé, mais tentant d'élaborer un enseignement qui fasse aussi place aux Coptes à une époque où l'enseignement grec a le monopole. Il ne s'agit pas de remplacer l'enseignement grec par un enseignement copte, mais d'intégrer l'un dans le cadre de l'autre, lequel, auréolé du prestige de l'ancienneté, procédant d'une pédagogie qui avait fait ses preuves, correspondant aux exigences d'une société fondée sur la pratique écrite grecque, ne pouvait que rester prépondérant pendant encore longtemps. Le décalage entre l'alphabétisation en grec et l'alphabétisation en copte, chez notre apprenti, pourrait pointer vers une époque ancienne où l'alphabétisation copte était encore considérée comme superflue ou, à tout le moins, je dirais, secondaire ou inféodée à la grecque. Alors, comme vous voyez, c'est à la faveur, en fait, de l'étude du texte biblique, le psaume ici, que le copte parvient à prendre sa place. Si l'enseignement grec s'appuie avant tout sur, vous le savez, sur le texte d'Homère, fondement de la païdéia, de la culture grecque, et nos tablettes en sont encore une preuve avec cette paraphrase d'Homère, eh bien l'enseignement en copte passera par la copie ou l'étude des écritures en version copte, seul patrimoine littéraire écrit qu'ils puissent revendiquer pour l'heure. Et encore, le texte biblique implique-t-il, en copte, implique-t-il une connaissance du lexique grec puisqu'il est truffé d'emprunts grecs. Voilà le texte de la tablette, le psaume 46, et vous voyez, j'ai souligné tous les mots grecs qui se trouvent dans ce psaume. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre, il y en a 15 très exactement, et qui calquent toujours l'original grec. Aussi, l'enseignement du copte devait-il se faire sur de solides bases de grec. Notre codex, donc, serait une parfaite illustration non seulement de la coexistence dans un milieu scolaire du grec et du copte, mais surtout de la nécessité qu'avait le copte de cohabiter avec le grec. Il est emblématique, je dirais, d'un multilinguisme et d'un multiculturalisme obligé. Alors le texte suivant nous maintient là encore dans une ambiance gréco-copte. Il s'agit du papyrus de Hambourg bilingue 1, un codex de papyrus contenant les actes de Paul en grec, le cantique des cantiques en copte, les lamentations en copte et l'Ecclésiaste en grec et en copte. Il provient du Fayoum, comme le montre le dialecte fayoumi qui est utilisé. Eric Turner, cité par les éditeurs, propose de dater le manuscrit entre 275 et 350. Alors, un autre paléographe italien, Eduardo Crisci, qui a réalisé une étude excellente sur les plus anciens codex composites grecs en 2004 dans la revue Segno et Testo, place la rédaction de ce manuscrit à la fin du IIIe plutôt qu'au début du IVe. Et j'avoue que personnellement, je serais tenté de suivre cet avis. Ce codex est écrit par au moins 2 personnes qui ont copié des textes à la fois grecs et coptes. Alors vous avez la main 1, ou le copiste 1, qui a copié les actes de Paul en grec, le cantique en copte, les lamentations en copte et une partie de l'Ecclésiaste en copte, et la main 2. Alors la main 1 est caractérisée par des alphas extrêmement pointus, je vous ai mis un exemple, alors que la main 2, le copiste 2, on va le dire, a des alphas beaucoup plus arrondis, et il est responsable d'une partie de l'Ecclésiaste grec et d'une partie de l'Ecclésiaste en copte.
On peut donc conclure que nous aurions affaire à deux scribes, certainement contemporains, capables d'écrire en grec et en copte, sans différence formelle importante dans le passage d'un système graphique à l'autre. Bon. C'est en tout cas la conclusion d'Eduardo Grischi. Peut-on aller plus loin et mieux définir le profil des scribes et la fonction de ce manuscrit? Alors, tout d'abord, on aura constaté que les deux copistes ne se sont pas divisé le travail en fonction des langues. On aurait très bien pu avoir un copiste spécialisé dans le copte, un autre dans le grec. Eh bien, ce n'est pas le cas, puisqu'ils écrivent chacun des parties en grec et en copte, et que dans l'Ecclésiaste, qui est en deux versions, la version copte est due à l'un et l'autre. Autrement dit, ils étaient tous deux bilingues, ou plus exactement digraphes. Mais est-ce à dire qu'ils l'étaient parfaitement? Est-ce à dire qu'ils étaient ce qu'on appelle équilingues, autrement dit qu'ils relevaient de ce qu'on appelle un bilinguisme équilibré, avec une compétence égale, ou plus ou moins égale, dans chacune des langues? Loin de là. L'analyse des fautes montre que les deux scribes étaient surtout des zélénophones ou des zélénographes. C'est particulièrement vrai du copiste 2, qui, s'il emploie correctement les signes diacritiques en grec, eh bien, les utilise, ces mêmes signes, de façon anormale dans la partie copte. Il éprouve en nous des difficultés avec 3 lettres coptes, le shai, le fai, le janja. Ce copiste est assurément, avant tout, un grec ou un helléniste. Comme le disent les éditeurs, le copiste grec qui recopiait probablement un original copte, souvent ne reconnaît pas les vocables coptes et écrit par endroits une sorte de charabia. Cela confirme que les copistes étaient des Grecs pour lesquels le copte était une langue étrangère et souvent incompréhensible. Eduardo Grischi va dans le même sens. Je le cite, l'analyse linguistique des textes grecs et coptes porte à croire que les deux copistes qui ont écrit le manuscrit avaient plus de familiarité avec le grec qu'avec le copte, et ont agi au sein d'une communauté religieuse dans laquelle la présence d'éléments ou d'individus gréco-coptes a nécessité la disponibilité de textes dans les deux langues. On voit se dessiner l'hypothèse d'une communauté monastique bilingue sur laquelle nous reviendrons. Mais quelle aurait été la fonction de ce manuscrit bilingue réalisé par des scribes aux compétences linguistiques fluctuantes selon la langue? Il ne s'agit évidemment pas d'un livre que l'on peut classer dans la catégorie des productions de librairie, ces beaux livres qui sont écrits par des copistes professionnels. Le codex est confectionné avec un papyrus de qualité grossière, épais, mal travaillé. Certaines pages sont même des réemplois. On constate la présence d'un texte antérieur qui a été effacé, donc il est partiellement palimpseste. La mise en page est assez peu élégante, le texte est assez serré, les marges sont étroites. Les écritures n'ont pas le formalisme des belles écritures, des belles copies de librairie, surtout celle du copiste 2, qui a une écriture qui tend à être un peu cursive. Aussi, les éditeurs ont-ils émis l'hypothèse qu'on avait affaire à un exercice d'écriture dans lequel la forme des lettres aurait été corrigée soit par un maître, ces fameuses lettres coptes entre autres qui posent problème, soit par un maître, soit par l'élève lui-même, peut-être sur les indications du maître. Les éditeurs vont même plus loin en tentant de combiner l'hypothèse scolaire avec l'hypothèse d'une provenance ou d'une finalité monastique de ce manuscrit. On aurait affaire, selon eux, à un produit défectueux, je cite, de nature scolaire élaboré par des moines grecs qui ont confectionné ce singulier livre de dévotion pour leur monastère, dont les occupants étaient vraisemblablement majoritairement des moines coptes. On sent que les éditeurs essaient de concilier plusieurs hypothèses sans vouloir renoncer à aucune. L'hypothèse scolaire me semble peu crédible. Les exercices d'écriture sont rarement aussi longs que ce qu'on a dans ce texte. Et par ailleurs, les mains de nos copistes, sans être élégantes,
n'en manifeste pas moins une habitude certaine de l'écriture, notamment la main 2 qui a une façon assez cursive qui montre qu'il connaît bien, il a une certaine pratique de l'écrit. Quant à la finalité monastique évoquée par les éditeurs, eh bien, elle me paraît ne reposer sur rien de tangible et me semble participer de ce travers constant de la recherche papyrologique qui consiste à ne pas pouvoir concevoir un texte chrétien en dehors d'un cadre monastique, comme si tous les manuscrits chrétiens ne pouvaient être copiés ou ne pouvaient être lus que par des moines. Une telle mise en contexte s'impose d'autant moins pour une époque aussi ancienne que celle du manuscrit de Hambourg. Il me semblerait curieux que des moines coptophones se soient fait copier des textes coptes par des copistes grecs maîtrisant mal le copte. Il serait, me semble-t-il, beaucoup plus satisfaisant de penser que nos deux copistes sont des bilingues déséquilibrés, à dominante grecque, essayant de se former à l'écriture copte ou de se perfectionner en copte en même temps qu'ils se constituaient des recueils de textes à usage personnel. Il serait peut-être déraisonnable d'aller plus loin au risque de tomber dans le romanesque. Quoi qu'il en soit, ce texte compte parmi les plus anciens, peut-être même le plus ancien manuscrit biblique copte, et il est symptomatique. Il est symptomatique qu'il soit, pour une part, bilingue. Alors, bilingue, le texte suivant l'est aussi, le papyrus Kislev III, actuellement déposé au musée Wagner de l'université de Würzburg. Ce feuillet de papyrus donne sur une face un hymne acrostiche. Acrostiche, c'est tout simplement que chaque première lettre de chaque ligne correspond à l'alphabet grec. Donc la première ligne commencera par un alpha, la seconde par un bêta, la troisième par un gamma, etc. Donc on a sur une face un hymne acrostiche en grec et sur l'autre sa traduction en copte fayoumique, ce qui indiquerait une provenance donc du Fayoum. Le fait que l'acrostiche manque en copte et que seule la version grecque est dotée d'une structure métrique est la preuve que la traduction s'est bien faite dans le sens grec-copte. On a traduit le texte grec en copte. L'hymne grec original est une production littérairement et surtout linguistiquement très limitée. J'en veux pour preuve, par exemple, la forme du participe aoriste egesamenos avec un augment qui est garanti par l'acrostiche, puisque nous devons, le vers doit commencer par un état, et donc ce n'est pas une faute de copie, c'est bien une faute faite par celui qui a composé ce texte. Mais beaucoup d'autres imperfections sont probablement accentuées ou à mettre sur le compte d'une copie défaillante qui en a été faite, à moins que cela ne soit dû à l'exemplaire qui a servi au copiste. Or, la version grecque présente un texte moins satisfaisant que la traduction copte. L'auteur de la traduction copte, ou le copiste, s'il n'en est pas l'auteur, a donc essayé de redonner du sens au texte copte, au texte grec, quand celui-ci faisait défaut, ce qui montre qu'il était probablement plus coptophone qu'hellénophone, ou que, en tout cas, la version copte avait pour lui plus d'importance. Alors, on notera, toujours, ma marotte, les mots grecs, on notera la présence de 9 mots grecs sur les 25 courtes lignes, qui sont toujours des reprises des mots de l'original grec. Vous avez kakia, la méchanceté, nomos, la loi, kolassis, la punition, bios, la vie, cosmos, le monde, erphorine, porter, endema pour enduma, l'habit, erpsaline, chanter, angelos, l'ange. Bon. La grande majorité de ces mots sont bien attestés ou attestés, disons, dans les documents coptes, montrant qu'ils appartenaient à la langue courante. Et cette fois-ci, vous voyez que nous n'avons pas que des mots ressortissant au domaine
religieux. Alors certes, des mots comme kakia, la méchanceté, nomos, la loi, bios, la vie, cosmos, le monde, peuvent être investis d'un sens chrétien ou religieux, mais vous avez aussi des mots qui n'ont rien de religieux, comme foreign, porter. Alors, on aurait avec ce papyrus la première tentative de traduction, non pas d'un texte biblique, mais d'une production liturgique locale s'inscrivant dans la floraison de l'hymnographie grecque chrétienne, et notamment acrostiche. On aimait bien à cette époque composer des hymnes avec les lettres de l'alphabet grec au début de chaque ligne. Il est peu probable qu'elle remonte au IIIe siècle. Malgré la fourchette qu'en proposent les éditeurs, fin 3e, début 4e, cette datation n'est pas vraiment démontrée, repose sur une série de parallèles paléographiques qui vont de la fin 3e, début 4e, jusqu'à 4e, 5e. Bon. L'écriture, qui montre une certaine élégance, est très proche de celle des lettres des archives de Théophane, qui sont, elles, assurément du IVe siècle, du IVe siècle, aux alentours de 325. Et je vous donne, donc ça c'est notre papyrus, et voilà le P. Hermopolis 5 qui fait partie des archives de Théophane. Vous voyez que l'écriture, sans être identique, est assez proche. Avec les papyrus suivants, nous entrons dans la catégorie des traductions de textes chrétiens en version monolingue. Alors, 6 sont datés du 3e, 4e. Je n'en retiendrai ici que 3 qui me paraissent les plus anciens, ou en tout cas qui apportent des informations qui sont utiles sur les premiers utilisateurs du copte, ou du copte littéraire. Alors, malgré sa petite taille, eh bien, le papyrus Michigan, inventaire 5421, que vous avez à l'écran, est très intéressant à plusieurs titres. Il s'agit d'un fragment d'un codex de papyrus qui donne Job, le texte de Job 30, dans une écriture que l'éditeur datait du 4e, 5e siècle, donc c'est assez tardif par rapport à la période dont nous nous occupons maintenant, mais en fait, elle est beaucoup plus. Il faut dater ce texte à une époque beaucoup plus ancienne, fin 3e, début 4e siècle. Et cette datation est confirmée par les données stratigraphiques, puisque ce papyrus a été retrouvé avec d'autres textes datables de la fin du IIIe et du IVe siècle. Comme il a été exhumé lors de fouilles scientifiques, ce papyrus a donc l'insigne avantage d'avoir une provenance précise. Il a été découvert dans une maison de Karanis. Karanis est un village du Fayoum, et je vous montre une vieille photo des fouilles menées par l'université de Michigan à Karanis entre 24 et 35, les maisons du 2e, 3e, 4e siècle. C'est précisément dans une de ces maisons que notre papyrus a été trouvé. Cette provenance fayoumique est confirmée par certains traits dialectaux du texte, notamment son vocalisme, quoique la langue exhibe aussi des traits de la région d'Oxyrhynchos, le dialecte mésokémique, mais aussi, plus curieusement, du delta, ce qu'on appelle le boaïrique, ce qui pourrait être dû au fait que le copiste s'est servi d'une version boaïrique de la Bible, et effectivement, le texte a tendance à suivre, la Bible boaïrique, donc il s'est servi d'une version boaïrique qu'il n'a pas toujours mis dans son dialecte, c'est-à-dire fayoumisé de façon systématique et conséquente. Cette explication mise à part, le côté hétérogène de la langue, qui pourrait être mis sur le compte d'une absence de standardisation dialectale, semble bien confirmer une datation assez haute. Alors, le contexte archéologique assure en tout cas que ce manuscrit provient, ou plutôt ne provient pas d'un monastère, mais a été possédé par un habitant de Karanis, Karanis étant une agglomération par ailleurs bien connue pour ses papyrus grecs, donc bien hellénisée. C'est pour l'instant le premier texte littéraire copte et le seul parmi les plus anciens dont on connaisse le contexte d'origine précis, et on constatera que ce contexte est purement laïque.
et n'a rien à voir avec une ambiance monastique, comme les papyrologues sont toujours tentés de le penser quand on a affaire, ou quand ils ont affaire à un texte chrétien. Alors, nous verrons que cette indication n'est pas sans intérêt concernant le problème du profil socio-culturel des premiers coptographes. Alors, d'une écriture en partie proche et d'une date similaire, le papyrus Bodmer VI est un papyrus célèbre, célébrissime, dirais-je, chez les coptisans. Il s'agit d'un papyrus, d'un codex de parchemin de 66 folios conservant les proverbes de 1 à 21 que Rudolf Kasser, dans son édition en 1960, datait des 4e, 5e siècles et qu'il finit par dater en 1991 dans la Coptic Encyclopedia du 3e, 4e siècle, et il met 4e siècle entre parenthèses pour favoriser plutôt une datation haute au 3e, à la suite d'une analyse paléographique menée par Guglielmo Cavallo. Alors, la notoriété de ce texte tient à son alphabet et à sa langue. Ce manuscrit est en effet le témoin unique d'une façon très particulière de noter le copte, avec, évidemment, outre les 24 lettres grecques, les 9 ou 10 lettres supplémentaires qui comptent, en plus des signes habituels en copte saïdique, le shai, le fai, le hori, le janja et le ti, le signe aussi boéirique, que vous avez ici en bas, et 3 ou 4 signes propres au vieux copte, dérivés du démotique. On voit donc que cet alphabet, par sa coloration vieux copte, est le plus archaïque de ceux utilisés en copte. Rudolf Kasser ajoute à la liste des signes supplémentaires 2 graphèmes qu'il qualifie d'helléniques, que je vous ai mis en haut, mais qui en fait sont tout simplement, pour la première, une abréviation et pour la seconde, un monogramme. Très fréquente dans les papyrus grecs, mais leur emploi ici témoigne de la part du scripteur ou de son modèle de la bonne assimilation de la pratique écrite grecque. Il n'en reste pas moins que l'alphabet auquel a recours ce manuscrit est très singulier par son archaïsme, qui semble témoigner d'une phase d'élaboration de l'alphabet copte, alors même que la langue est bien du copte au sens propre du terme, et pour citer, ce qui constitue, pour citer Rudolf Kasser, un paradoxe unique dans son genre, dans toute la coptologie, à l'exception notable d'un papyrus, d'un document du IIIe siècle que je vous garde pour plus tard. La langue de ce manuscrit a été définie comme du proto-thébain, globalement proche donc du saïdique, un de ces 2 dialectes coptes, on va dire supra-régionaux, mais avec des traits armimiques, voire fayomiques. Cette langue oriente vers une provenance méridionale, à l'exception des traits fayomiques, vers une provenance méridionale de ce manuscrit. S'il est impossible de dire où celui-ci fut écrit, on peut déterminer avec suffisamment de certitude l'endroit où il fut trouvé. Ce manuscrit appartient en effet à un ensemble découvert clandestinement dans le désert au large de Dishna, un village de Haute-Égypte. Je vous montre l'endroit où on pense que ce Dishna se trouve ici, le Nil est là, on pense que ça a été trouvé dans le Gabal, dans le désert, au niveau de Dishna. Cette provenance, reposant sur les témoignages oraux des inventeurs, a été très discutée. Mais j'ai eu l'occasion en 2015 d'éditer avec Jean Gascou un document extrait de la relure d'un des livres trouvés avec le papyrus Bodmer qui mentionne un personnage connu par un autre papyrus comme habitant Tentira, c'est-à-dire Dendera. Dendera, qui est une ville qui se trouve à quelques kilomètres à l'est de Dishna. Voilà Dendera, et voici Dishna, voici l'endroit où on pense que les papyrus ont été découverts. Donc cela confirme que cet ensemble provient très certainement de Dishna. Du fait du caractère clandestin de la trouvaille, qui a entraîné son éparpillement à travers les collections d'Europe et d'Amérique, la physionomie de cette bibliothèque pose
encore bien des problèmes. On ne s'accorde même pas sur les ouvrages qui en faisaient partie. Selon l'hypothèse minimaliste, on arriverait à un inventaire d'à peu près 20 unités bibliologiques, la majorité appartenant à la Fondation Bodmer en Suisse, d'où le nom de bibliothèque Bodmer pour cet ensemble. Selon l'hypothèse maximaliste qui a été défendue par James Robinson, on atteindrait presque les 60 unités bibliologiques. Personnellement, je considère que l'hypothèse minimaliste est beaucoup plus réaliste. Les livres constituant cette bibliothèque ancienne ont un ambitus chronologique qui couvre les 3e, 4e siècles, avec une concentration autour du 3e, 5e siècle, avec une concentration autour du 4e siècle. Aussi, le papyrus Bodmer VI appartiendrait à la première strate de cette bibliothèque. De cette bibliothèque provient un autre livre, et c'est le dernier que je considérerai avec vous dans cet examen des plus anciens textes coptes, c'est le papyrus Chester Beatty 1390. C'est un codex de papyrus de 8 folios contenant des exercices de calcul en grec et l'évangile de Jean, de 10 à 13, en copte lycopolitain. Les exercices de calcul sont datés par leur éditeur, William Brashear, du milieu 3e, milieu 4e siècle. Les éditeurs de l'évangile de Jean, Wolf-Peter Funk et Richard Smith, pensent que le cahier sur lequel ces exercices étaient écrits aurait été réutilisé par quelqu'un d'autre qui aurait copié à la suite du dernier exercice que vous avez ici, aurait copié à sa suite un extrait de l'évangile de Jean, soit en vue d'avoir un texte complet, et dans ce cas, le reste aurait été copié ailleurs et on n'aurait plus, soit comme exercice d'écriture, ce qui expliquerait que le texte commence au milieu d'une phrase. Selon eux, le copiste copte serait un professionnel du fait de son écriture aisée, malgré un nombre assez élevé d'erreurs et d'irrégularités. Copiste qui aurait vécu au IVe siècle. Donc le papyrus Chester Beatty serait donc un peu plus récent que le papyrus Bodmer VI qu'on vient de voir. Il n'en est pas moins intéressant par le mélange de grec et de copte et par l'ambiance scolaire à laquelle il nous ramène une fois de plus. Si la main copte est complètement différente de la main grecque, on a affaire à deux personnes complètement différentes, il n'est pas certain que la connexion entre exercice grec et texte copte soit purement contingente, comme le pensent les éditeurs. Ce manuscrit vient en effet d'une bibliothèque qui se caractérise par des écrits en copte et en grec, sans compter d'ailleurs une petite composante de texte latin. On a dans l'ensemble des papyrus Bodmer, si je prends l'inventaire minimaliste dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a 56% des textes qui sont en copte, 40% en grec et 4% en latin. Donc, ce manuscrit appartiendrait à un milieu bilingue, voire trilingue, si on compte le latin. Un milieu donc lisant aussi bien des livres en grec qu'en copte. Depuis la découverte de cette bibliothèque, dans la seconde moitié des années 50, découverte clandestine, le profil de ces lecteurs a fait l'objet d'un intense débat sans qu'un consensus n'ait réellement été atteint. On a pensé que la bibliothèque Bodmer aurait été celle d'un riche particulier, on a pensé qu'il s'agirait d'une bibliothèque d'école, ce que la nature partiellement scolaire du P. Chester Beatty pourrait confirmer avec ses exercices mathématiques. On a pensé à une bibliothèque de confréries religieuses laïques, les philoponoi. On a pensé à une bibliothèque monastique, cette dernière hypothèse étant celle qui actuellement semble rallier le plus de suffrages. Mais comme j'ai eu l'occasion de l'écrire en 2015, vous me permettrez de me citer, il est hasardeux de reconstituer la communauté qui a utilisé cette bibliothèque à partir des livres qui la composent. Le terme même de communauté n'est-il pas abusif en sous-entendant un profil homogène pour l'ensemble de ses utilisateurs? De plus, cette bibliothèque s'est constituée sur 3 siècles
et elle était donc susceptible d'être l'agrégat de plusieurs fonds d'origine diverses qui ne reflètent pas nécessairement l'état d'esprit de l'ensemble des usagers à la fin de son histoire. Enfin, elle peut avoir donné lieu à plusieurs activités qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre: création, lecture édifiante et instruction scolaire. Autrement dit, l'hypothèse d'une bibliothèque d'école n'est pas incompatible nécessairement avec celle d'un milieu religieux. En conséquence, le profil des copistes et des premiers utilisateurs du Pechester BT, comme du papyrus Bodmer VI, ne peut être extrapolé de celui des derniers utilisateurs de la bibliothèque, celle que nous connaissons maintenant. On se contentera de conclure qu'il n'a peut-être rien à voir avec une communauté monastique et qu'il témoigne par un certain nombre d'indices internes, en tout cas d'un bilinguisme gréco-copte certain. Alors nous voici arrivés au terme de notre examen des textes coptes les plus anciens, c'est-à-dire du IIIe ou du début du IVe siècle. On aura noté que peu d'entre eux ont des chances d'être vraiment datés du IIIe siècle, peut-être les glosses d'Isaïe du Pechester BT 7, le Hamburger Papyrus Bilinguis I, peut-être le fragment de Job du Papyrus Michigan. Plus sûrement, si toutefois vous m'autorisez cet adverbe qui me semble imprudent d'utiliser pour des datations paléographiques, peut-être plus sûrement la tablette de la Bodléienne avec le psaume 46 et le papyrus Bodmer VI. Leur datation haute expliquerait en tout cas le caractère très fluctuant de leur orthographe, du fait d'alphabets très divers, tantôt sans lettres supplémentaires, tantôt avec des lettres en nombre variable, parfois même avec des lettres propres au vieux copte, qui ne survivront pas dans le copte postérieur. Cette forme très bigarrée, très hétérogène, garantit une datation ancienne. Elle témoigne d'une absence de standardisation dans les tentatives développées par les chrétiens de rendre la langue égyptienne avec une écriture alphabétique. Alors, je reviendrai plus tard sur l'enseignement que nous pouvons tirer de ces textes pour éclairer le profil de ceux qui ont produit ces textes, qui les ont lus, en les situant par rapport aux utilisateurs du vieux copte et aux coptographes, on va dire, des générations suivantes. Mais avant cela, il nous faut constater quelque chose de très étonnant, une absence criante. Je pense que ça a dû vous frapper. Tous les textes coptes que nous avons pu identifier comme étant du IIIe ou du début du IVe sont tous des manuscrits littéraires. Nous n'avons pas de documents de la vie de tous les jours. Sauf un. Je le garde pour la semaine prochaine.